Cette semaine, à Église en sortie, on parle de l'importance de l'éducation libérale et de la culture générale avec le philosophe Louis-André Richard. On vous présente un reportage sur le 400e anniversaire de Sainte Marguerite Bourgeoys et on discute de la vie et de l'œuvre de l'abbé Pierre Gravel avec l'historien et auteur Alexandre Dumas. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons d'abord traiter d'éducation et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio Louis-André Richard. Bonjour! Bonjour à vous. Louis-André Richard, vous êtes philosophe, professeur de philosophie au Cégep Sainte-Foy et auteur prolifique. Vous avez publié plusieurs ouvrages. Vous avez même fait une scénarisation autour des confessions avec Gérard Depardieu, une tournée qui est allée un peu partout au Québec. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler de votre plus récent ouvrage, qui est un collectif dont vous avez dirigé, de l'éducation libérale, essai sur la transmission de la culture générale, publié aux presses de l'Université Laval. Alors justement, l'éducation libérale, la transmission culturelle et tout ça, c'est le thème qu'on va traiter ensemble. Parlez-nous d'abord, pour vous, qu'est-ce que c'est que la culture générale? La culture générale, c'est l'ensemble des connaissances qui nous permettent de pouvoir prendre un certain recul sur la réalité dans laquelle on se trouve. La culture générale, c'est ce qui permet de libérer l'esprit, d'où cet autre concept qu'on appelle d'éducation libérale. Quand on parle d'éducation libérale, là, il faut comprendre que le mot libéral, c'est pas le Parti libéral. C'est pas le Parti libéral, encore qu'ils ont peut-être un peu cette prétention-là, mais l'idée, c'est qu'au point de départ, dans la culture classique, l'éducation libérale, ça fait référence au fait de libérer l'âme, libérer l'esprit. Et c'est pour ça que dans l'ancien cours classique, pour les plus vieux d'entre nous, on avait ce souci de cultiver les humanités, la lecture des grands classiques, en étant convaincu que cela donne une largeur de vue, une profondeur de vue qui se transfère dans toutes les autres activités de notre vie. Donc, essentiellement, c'est ce que j'appellerais l'éducation libérale et la culture qui en découle. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à aller vers la spécificité, vers la spécialisation et peut-être au détriment de la culture générale. Parlez-nous un peu des relations et peut-être comment garder un peu ces deux pôles de connaissances qui sont nécessaires. Oui, bien en fait, c'est le cœur du problème, si je puis dire, puisque il y a une tendance lourde, surtout dans la vie de l'éducation supérieure. Vous savez que le cégep, c'est le premier palier de l'éducation supérieure, l'université étant la suite. Donc, dans l'éducation supérieure, on a toujours eu le souci de privilégier d'abord et avant tout la culture générale. Mais l'évolution des choses fait en sorte que de plus en plus, on a voulu resserrer l'offre de formation pour l'adapter au travail et pour former des gens qui vont être plus efficaces dans leur carrière sur le terrain. Alors, de mon point de vue, ceci comporte un grand danger, c'est-à-dire que la largeur de vue à laquelle je faisais référence tout à l'heure se perd au profit d'une super spécialisation et les avantages de se spécialiser créent ce manque à gagner du point de vue de la largeur de vue, la tête bien faite, comme le disait Montaigne, contre l'esprit trop cloisonné de l'adaptation au monde du travail. L'esprit cloisonné qui est vraiment l'objet d'un livre célèbre et dont vous parlez, vous rendez hommage justement dans votre livre, c'est Allan Bloom, L'âme désarmée, essai sur le déclin de la culture générale. Vous lui rendez hommage. Parlez-nous un peu, quels sont les grands traits de cette critique d'Allan Bloom sur l'éducation moderne, pourrait-on dire, et peut-être est-elle encore légitime, est-elle encore pertinente aujourd'hui? Oui, alors au moment où j'ai voulu faire ce livre, ça correspondait à la célébration des 30 ans de la première édition francophone du Closing of the American Mind, qui a été traduit par L'âme désarmée, et c'est une traduction que l'auteur avait approuvée. Alors, la thèse de M. Bloom était de porter un jugement critique sur l'état de l'université à son époque, où
pour dire les choses très simplement, et il se plaignait du fait que cette idée d'adapter, comme je le disais précédemment, l'éducation au monde du travail avait, entre autres, pour effet d'enfermer l'esprit des jeunes sur lui-même. Alors, il va critiquer dans ce livre-là beaucoup le nihilisme, en faisant un peu écho à la philosophie de Friedrich Nietzsche. Et puis, il va critiquer aussi l'ambiance sur les campus. Le relativisme. Le relativisme d'une part, le nihilisme d'autre part. Et puis, il fait une critique de la pauvreté culturelle, des différentes modes qui montaient à l'époque par rapport à la sexualité, par rapport à la musique. Et ça a connu un succès, ce livre-là, qui était inattendu de la part même de son auteur, qui n'a pas vu venir la chose, mais ça veut dire que ça répondait à un besoin de l'époque dans les milieux scolaires, surtout de l'éducation supérieure. Vous qui êtes professeur là, aujourd'hui, est-ce que vous partagez cette critique là, par rapport aux étudiants que vous voyez? Bien, oui, en très large partie, bien sûr, parce que dans le fond, une des idées importantes qu'on retrouve dans le livre de Bloom, c'est l'idée que il y a trois concepts fondamentaux qui accompagnent l'aventure humaine depuis le début, c'est-à-dire la relation au divin, à l'amour et à la mort. Et Bloom va structurer un peu sa critique autour de ça. Et je pense qu'aujourd'hui, on se débat, si je puis dire, autour de ces thèmes dans les mêmes controverses. Par exemple, toute la question à notre époque de la relation à l'amour, où on s'interroge sur des identités sexuelles désormais multiples, c'est une reconfiguration de la libération sexuelle qui était celle dont Bloom dénonçait les dangers. La relation à la mort, on a toute la question de l'aide médicale à mourir, tout le rapport à l'euthanasie. Déjà, lui, s'inquiétait d'une chose qui n'était pas du tout dans le panorama, mais aujourd'hui, on est déjà rendu au moment où on cherche à ouvrir, à étendre la pratique de l'euthanasie un peu partout. Et la même chose pour ça, c'est la relation à la mort. Et puis la relation au divin, bien, c'est toute la question du nihilisme qui déjà il prévoyait. Puis aujourd'hui, bien, on est encore dans ce même genre de questionnement. Alan Bloom, prophétique qu'il était, d'une certaine façon, vous êtes immergé dans ce domaine de l'éducation au cégep, à la philosophie. Justement, donc, vous avez pour mission d'ouvrir l'esprit de vos étudiants à cette grandeur de l'âme humaine. Dans votre texte, là, qui se situe dans cet ouvrage collectif, vous parlez beaucoup de la vie intérieure et comment elle est importante. Parlez-nous là, de la nécessité de cultiver cette vie intérieure pour la culture générale. Oui, alors, le lien entre culture générale et épanouissement de la vie intérieure est un lien nécessaire. Et je dirais que ce que j'essaye de réaffirmer, c'est le connais-toi toi-même socratique. Déjà, à l'origine de la philosophie grecque, il y avait cette idée que l'humanité de l'homme ne se manifeste jamais tant que par l'intérieur. Et la culture classique ou l'éducation libérale, c'est justement cette éducation qui consiste à cultiver l'homme intérieur, si je puis dire. Alors, la lecture des grands classiques, c'est au service de cet épanouissement. Or, je pense qu'à notre époque, c'est un des défis que nous devons relever, c'est-à-dire, à cause de la technologie et de mille autres raisons, nous sommes constamment projetés hors de nous-mêmes. Et c'est très difficile de trouver le temps et le lieu de ce retour en soi. Alors, je pense, moi, que l'éducation libérale est une occasion de trouver une manière de favoriser ce retour en soi. Je dis à mes étudiants souvent, écoutez, on va faire 2 heures dans ma classe, il n'y aura pas de cellulaire, il y aura Platon, vous et moi, et ça suffit. Pure liberté. C'est la pure liberté. Et si ça vous emmerde, bien, c'est pas grave parce que vous aurez perdu 2 heures dans cette journée. Au total, sur toute votre vie, ça ne sera pas si pire. Mais en réalité, c'est pas ça qui se passe. En réalité, c'est que même quand on n'aime pas nécessairement ça au point de départ, la rencontre avec Platon, par exemple, cultive cet homme intérieur et ça laisse des traces. Vous parlez également dans ce livre-là d'une des conséquences de la perte de cette culture générale et de ce cloisonnement de l'âme humaine. Vous la voyez chez vos étudiants et vous parlez vous employez la notion de thumos. Oui. Dites-nous un peu, qu'est-ce que c'est que le thumos, ce goût de l'aventure qui serait, selon vous, atrophié d'une certaine façon par ce manque de culture générale? Parlez-nous un peu de cet effet du manque de culture générale. Disons qu'au point de départ,
convoqué cette idée du thumos dans le livre à ma réflexion, ça part de quelque chose d'un étonnement qui était de voir que de plus en plus dans nos sociétés occidentales, puis particulièrement au Québec, on voit une explosion des maladies thumotiques. Alors, c'est un vocabulaire de psychiatre, c'est-à-dire toutes les maladies qui relèvent de l'humeur. Et ça se décline de mille manières. L'anxiété, tout à fait. Pour moi, là, disons, depuis 5 à 6 ans, le nombre d'étudiants qui se présentent à moi avec des troubles d'anxiété, ça a décuplé. Alors, l'idée ici, c'est de dire, bien, il me semble que dans l'état des choses à l'heure actuelle, on ne favorise pas bien cette liaison entre la raison et la volonté ou la passion. Et souvent, ce que je constate, c'est que chez mes jeunes, mais aussi, je pense que c'est vrai la population en général, dans la mesure où il y a une espèce de défection de la vie intérieure, bien, il y a plus de dépression, il y a plus je dirais, de neurasthénie collective. Et le lien que je fais avec ce que j'appelle le goût de l'aventure, bien, des fois, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui s'est perdu. La vie a quelque chose d'un peu plate, là, je dirais, en général. Souvent, chez les jeunes, ça se traduit par beaucoup de bonne volonté, mais pas beaucoup de persévérance. Hein. Et le thumos, bien, c'est cette idée de dire, c'est le guts, là, de dire, j'entreprends quelque chose, puis je vais aller au bout, puis... Alors, il arrive parfois qu'on sente moins ça, parce que beaucoup de circonstances ne favorisent pas cet épanouissement qui passe par... je dirais, la passion, mais bien ancrée dans une vie intérieure féconde. C'est un autre point, à mes yeux, très important. Nous sommes à une époque, me semble-t-il, où la vie de la raison est malmenée. Les gens ne sont pas raisonnables au sens classique du terme, c'est-à-dire on ne cultive pas la raison. On est souvent emporté par le sentiment. Et c'est bien le sentiment, mais sauf que si on exagère ou si on évalue tout à partir du ressenti, bien là, c'est l'attelage qui s'en va un peu partout. Louis-André Richard, je rappelle que vous êtes philosophe, professeur au Cégep Sainte-Foy, auteur de nombreux ouvrages, dont celui dont nous avons pu discuter, où vous avez été le directeur de l'éducation libérale, essai de la culture générale, où on retrouve des textes vraiment très intéressants d'auteurs comme Thomas de Coninck, Joseph Facal et Mathieu Bock-Côté. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Mais merci de m'avoir invité. De notre côté, on va aller voir un reportage sur le 400e anniversaire de Marguerite Bourgeois qui a eu lieu au Sanctuaire Bon Secours de Montréal. Cette année, nous célébrons le 400e anniversaire de la naissance de Marguerite Bourgeois, fondatrice de la chapelle et de la congrégation Notre-Dame, première enseignante de Montréal. Marguerite est née à Troyes, en France, suite à un événement qui lui était arrivé à l'âge de 20 ans. Le dimanche du Rosaire, Marguerite a vu une statue de Marie, a été touchée par Marie, et sa vie a été complètement chamboulée. Elle ne se reconnaissait plus elle-même, les gens de son entourage ne la reconnaissaient plus. Et c'est à ce moment que Marguerite a décidé de dédier sa vie à Dieu. Elle a été invitée par Paul Chamédé de Maisonneuve à devenir, ce qui était à l'époque Ville-Marie, la première enseignante. Donc, elle s'est embarquée pour le grand voyage. Elle a fondé la congrégation de Notre-Dame. Après plusieurs années, de nombreuses difficultés, Marguerite voulait avoir une communauté religieuse non cloîtrée, ce qui n'était pas monnaie courante ou qui n'existait pas du moins à l'époque. Et elle a dû faire plusieurs démarches pour pouvoir faire approuver ça. Le tout, finalement, a été approuvé tardivement dans sa vie. Marguerite est une femme qui n'a jamais abandonné, pleine de résilience, qui a toujours poursuivi son objectif. Le premier défi a sans aucun doute été le voyage lui-même. Le voyage lui-même a été pendant quelques mois. Dans les conditions les plus atroces, les plus difficiles sur les navires à l'époque, on s'en doute bien, avec la maladie, la peste qui s'y mettait, plus d'eau potable après quelques temps, la maladie, la mort. Marguerite soignait les gens sur le bateau. La proximité aussi, c'était difficile. Ils sont arrivés ici en ne connaissant pas le climat qui allait les attendre à Ville-Marie. Donc déjà, ça aussi, c'était une grande épreuve. Elle est venue ici pour enseigner aux enfants, mais quand Marguerite est arrivée, il n'y en avait pas encore d'enfants d'âge scolaire. Donc, il y a eu un délai de ce côté-là. Elle s'est impliquée auprès de la communauté. J'aime ça penser que Marguerite a été notre première travailleuse sociale.
Elle s'impliquait auprès des gens, souvent dans les registres, puis tout ça, c'est elle qui était témoin. C'est elle qui enseignait aux filles du roi comment devenir des bonnes femmes, des bonnes mères pour la communauté qui allait naître. Fait qu'il y a plusieurs défis devant elle, beaucoup de travail, puis beaucoup d'espoir. Ce matin, c'était la messe pour lancer le 400e anniversaire de Marguerite Bourgeois. Ce qu'on avait un peu nécessairement la présidence Monseigneur Lépine, qui est toujours un plaisir de l'accueillir. Plusieurs prêtres ont célébré avec lui. Il y avait 8 prêtres de différentes régions, souvent des hommes qui avaient déjà célébré ici, qui connaissaient la chapelle ou qui avaient des liens particuliers avec la congrégation. Nous avions Benoît Marino à l'orgue, avec des chanteurs et des cordes qui étaient présentes aussi pour ça. Pendant la célébration, à la toute fin, ça a été le lancement d'un chant composé par Robert Lebel pour le 400e de Marguerite Bourgeois. Et les couplets ont été chantés dans les langues représentant les pays où la congrégation est encore très active. Donc en français, en espagnol, en japonais. Donc ça fait un chant de recueillement un peu pour tout le monde, que tout le monde ait une chance de dire un petit salut à Marguerite aujourd'hui et qu'on lance l'année de ses festivités. Bien entendu, il va y avoir des activités tout au long de l'année. Nous avons fait le choix de le faire le 12 janvier, l'anniversaire de sa mort, parce que c'est aussi sa fête liturgique. Parce qu'il y a d'autres activités qui vont arriver pendant l'année. Entre autres, on produit un petit opéra au mois d'avril. On va avoir 2 représentations, dont un la journée de la naissance de Marguerite, le 17 avril, pour souligner sa vie. C'est un 9 tableaux de chants d'opéra avec des textes entrecoupés qui vont décrire la vie de Marguerite. Par la suite, on a organisé un pèlerinage, donc on va aller visiter la ville natale de Marguerite à Troyes et revenir. Et le musée refait au complet l'exposition permanente sur la vie de Marguerite et va réouvrir ses portes au mois de mai. Pour nous, aujourd'hui, la résilience, jamais abandonnée, l'accueil inconditionnel de tous. La première école que Marguerite a fondée à Ville-Marie était une école mixte. Petits garçons, petites filles, dès lors, elle leur offert l'enseignement gratuitement. Autant aux enfants qui étaient déjà à Ville-Marie que ceux qui sont arrivés par la suite. C'est quelque chose d'important. La valeur de l'éducation, la fierté de bien travailler, le partage avec les autres. C'est une femme exceptionnelle. Je pense que de plus en plus de gens découvrent Marguerite, découvrent ses qualités, découvrent qu'elle est encore d'actualité aujourd'hui. Et ce qu'elle annonçait il y a 400 ans, ce qu'elle proposait aux gens, peut encore très bien nous rejoindre aujourd'hui. On a une petite communauté qui se fonde ici pour les célébrations de fin de semaine, avec des jeunes familles qui sont de plus en plus présentes. Que ça se poursuive, que les jeunes redécouvrent le joie, le plaisir de connaître Marguerite Bourgeois. Dans cette 3e partie d'émission, nous allons traiter d'une figure importante de l'Église du Québec et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio M. Alexandre Dumas. Bonjour. Bonjour. Alexandre Dumas, on vous connaît, on vous a déjà reçu à l'émission. Vous êtes un historien spécialisé dans les questions religieuses au Québec et notamment vraiment pour un livre qu'on a discuté ensemble, l'histoire du Québec, des relations entre l'Église et l'État, de Taschereau à Duplessis. Mais aujourd'hui, on est réunis pour parler d'un autre de vos livres, vraiment intéressant. C'est une figure très connu à l'époque et moins connu aujourd'hui, l'abbé Pierre Gravel, syndicaliste et ultranationaliste. On va avoir l'occasion de discuter de ces 2 catégories un peu contradictoires aujourd'hui, mais parlez-nous d'abord de la figure de l'abbé Gravel. Qui était-il? D'où vient-il? Et quelles sont ses grandes réalisations? Alors, l'abbé Pierre Gravel, c'est un prêtre aux origines parfaitement modestes, donc un fils d'ouvrier qui vient de Château-Richer sur la côte de Beaupré. Donc, qui a passé sa vie comme prêtre dans des milieux ouvriers également, d'abord à Thetford Mines dans les années 20 et 30, et ensuite à Saint-Roch de Québec, donc un quartier ouvrier également dans les années 30 et 40, qui a été un aumônier de syndicat, donc un animateur du mouvement syndical dans la région de l'amiante. C'est le fondateur du syndicat national catholique de l'amiante, qui a été un acteur très important. C'est à lui qu'on doit la greffe d'asbestos en 1949, et ensuite qui a été un conférencier très en vue dans la région de Québec. Donc, vraiment un personnage très important. Malheureusement, il est très peu connu aujourd'hui. Comment
Parlez-nous un peu là d'abord, comment est-ce que vous, personnellement, vous l'avez connu? C'était dans vos recherches? Parlez-nous un peu là, de votre rencontre avec l'abbé Pierre Gravel. Alors, c'était une suggestion de mon directeur de maîtrise à l'époque, qui avait connu un peu le personnage et qui, comme moi, était fasciné par la contradiction apparente dans son discours. Donc, justement, un orateur très anticommuniste, très à droite, qui pourtant était un animateur du mouvement syndical, qui était un antisocialiste, mais qui proposait des réformes étatiques très à gauche pour son époque. Donc, c'était pour comprendre la contradiction que j'ai commencé à l'étudier. Parlez-nous un peu justement de ces différentes étapes de son engagement social. Commençons par l'étape Thetford Mines, où il fonde un syndicat, comme vous l'avez mentionné. Parlez-nous un peu de comment ça se produit un peu. Parlez-nous un peu du contexte social à Thetford Mines. Là. Comment l'abbé Pierre Gravel s'est-il engagé socialement là, dans cette première partie de sa vie, d'une certaine façon? Alors, il arrive à Thetford Mines à l'époque où l'activité minière est évidemment très importante, où une très grande partie de la population travaille dans les mines et où les ouvriers sont complètement dégoûtés du mouvement syndical à cause des nombreuses divisions qu'on y a retrouvées. Et l'abbé Gravel tente de réintégrer le syndicat au mouvement ouvrier. Donc, ça se fait de façon très progressive. C'est vraiment une campagne d'éducation qu'il veut faire comprendre aux ouvriers pourquoi est-ce qu'ils pourraient réclamer plus de la part de leurs employeurs et comment y parvenir, toujours en respectant les principes de la morale chrétienne. Quels sont ces principes? Parce que, d'une certaine façon, le syndicalisme, dans d'autres pays, vraiment était lié au socialisme, au communisme. Là, on a vraiment un prêtre qui, d'une certaine façon, condamne le communisme. Là. Comment il réussissait à concilier tout ça? Alors, pour lui, le syndicat doit évidemment respecter le principe de la propriété privée, doit respecter l'autorité de l'employeur, mais seulement dans la mesure où l'employeur, lui aussi, respecte son devoir envers son ouvrier. Donc, toujours remettre, par exemple, des salaires qui permettent à un ouvrier de faire vivre décemment sa famille, de lui donner des conditions de travail qui respectent sa sécurité, évidemment. Et donc, si un employeur se rend indigne de son poste, ne respecte pas ses engagements, à ce moment, l'ouvrier est lui aussi libéré en quelque sorte de ses obligations. Et donc, ce syndicat-là, il va, d'une certaine façon, devoir l'abandonner puisqu'il doit se rendre par demande de son archevêque, le cardinal Villeneuve, si je me trompe. Il doit se rendre pour un poste de vicaire à Saint-Roch. Et là, il va changer, d'une certaine façon, d'engagement social. Parlez-nous un peu de ce transfert et quel a été l'engagement vraiment de l'abbé Pierre Gravel dans la paroisse de Saint-Roch à Québec? Alors, l'abbé doit quitter sa paroisse Thetford Mines après un engagement politique un peu trop prononcé. Il va s'impliquer directement dans le parti politique de l'Action libérale nationale, qui va justement présenter un programme très progressiste et très pro-ouvrier. L'Action libérale nationale qui va se fusionner avec l'Union nationale de Maurice Duplessis. Et Gravel va être très déçu par la décision de Duplessis d'abandonner le programme de l'Action libérale nationale une fois au pouvoir. Et c'est pour cette raison qu'il va perdre complètement confiance envers la démocratie parlementaire britannique, qui est selon lui une institution pour favoriser les riches et les puissants, et qui va se tourner vers les dictateurs européens, en particulier Salazar au Portugal, et plus tard Franco en Espagne, Pétain en France et Valera en Irlande, et qui va vraiment faire leur promotion auprès de ses auditeurs qui vont venir très nombreux pour l'entendre. Parlez-nous un peu de la réception de ce message vraiment qu'on pourrait catégoriser aujourd'hui d'extrême droite, là, vraiment à Québec. Comment c'est reçu? Parlez-nous un peu là, de ce courant dont il était un peu le promoteur. Et comment, parallèlement, le clergé répondait à ce genre de discours? Alors, évidemment, il va être très contesté. Dans les milieux libéraux en particulier, on voit vraiment ces discours comme des discours séditieux qui cherchent à renverser le pouvoir en place. Mais dans les milieux un peu plus à droite, plus conservateurs, plus nationalistes, au contraire, ça va être très bien reçu. Parce que ça montre comment est-ce que les Canadiens français, comme les Portugais, comme les Espagnols, pourraient éventuellement avoir un gouvernement plus adapté à leur situation, qui répondrait davantage à leurs besoins, surtout face à ce qu'on perçoit un peu comme l'occupant britannique. Et bon, vous parlez justement de tous ces discours, de son engagement et peut-être de sa déception par rapport au gouvernement Duplessis. Déception qui va se transformer en amitié d'une certaine façon puisqu'il va devenir ami de Maurice Duplessis lui-même et donc peut-être prendre ses distances par rapport à toutes ces idées un peu extrêmes qui nous venaient de l'Europe à cette époque.
Il va rester un admirateur des dictateurs européens toute sa vie. Cependant, avec le virage plus nationaliste de Duplessis dans les années 40-50, il vient convaincu que finalement, oui, c'est possible d'avoir un premier ministre élu démocratiquement qui répond aux aspirations des Canadiens français et pour cette raison va appuyer Duplessis, va appuyer toutes ses revendications face à Ottawa, sa défense des prérogatives provinciales et évidemment sa lutte contre le communisme. Parlez-nous un peu de la fin de sa vie. Il était à Bois-Châtel, je crois. Parlez-nous un peu comment ça s'est terminé, un peu le rayonnement qu'il avait au moment de sa mort. Alors oui, effectivement, il va être curé à Bois-Châtel. Il va rester un orateur très en vue jusqu'à la fin de sa carrière religieuse. Cependant, dans les années 60, il va devenir un peu moins contestataire, moins pro-ouvrier. Il va devenir vraiment un ultra-conservateur qui va contester Vatican II, qui va contester évidemment la Révolution tranquille. Donc, à la fin de sa carrière, c'est beaucoup plus quelqu'un qui critique tous les changements qui sont vécus par la société et il est beaucoup plus populaire dans les milieux d'extrême droite. Sa popularité est beaucoup plus limitée qu'elle l'a été dans les années 30 et 40. Il finit un peu dans la réaction, un réactionnaire pur et dur. Parlez-nous, bon, pourquoi est-ce que, selon vous, aujourd'hui, on ne le connaît pas? Est-ce que c'est justement à cause de ces derniers, cette dernière partie de sa vie, ou est-ce qu'il s'est vraiment peut-être radicalisé dans des idées qui n'ont pas eu de fruits, d'une certaine façon? Quelle est votre opinion là-dessus? Si je le compare avec l'abbé Lionel Groulx, avec qui on peut le comparer à l'époque, lui, Gravel, c'est quelqu'un qui a très peu écrit, qui n'était pas populaire dans les milieux universitaires comme Groulx l'a été, donc qui a peut-être trouvé moins de gens pour faire perpétuer sa mémoire. Et surtout, Gravel, c'est quelqu'un qui, d'une certaine façon, a trahi les gens qui l'admiraient dans les années 30 et 40. Il va entre autres combattre la grève de 1949, qui est pourtant menée par le syndicat que lui-même a fondé et formé. Donc, ça a certainement contribué à faire disparaître son souvenir un peu. Et vous, Alexandre Dumas, comme historien, parlez-nous pourquoi est-ce que c'est important de se rappeler d'une figure comme l'abbé Pierre Gravel? Dans un contexte politique, on a tendance vraiment à beaucoup catégoriser les idées comme étant à gauche et à droite, où on est à la recherche un peu d'un absolu idéologique. Pour moi, l'abbé Gravel, ça nous rappelle qu'on ne peut pas résumer les idées politiques à des catégories aussi binaires que gauche et droite. On a affaire ici avec quelqu'un qui justement était pro-syndicat, pro-ouvrier, qui a fait la promotion dans les tout débuts des idées d'allocation familiale, de pension de vieillesse, de nationalisation de l'électricité. Donc des idées qui sont vraiment identifié comme étant plus progressiste à gauche, mais qui lui-même va toujours se considérer comme étant tout à fait à droite et qui va rester conservateur sur le plan nationaliste et religieux. Il nous aide à développer un esprit critique, capable de faire les nuances adéquates pour pouvoir peut-être aujourd'hui avoir un regard plus complet de la réalité. Exactement. Alexandre Dumas, je rappelle que vous êtes historien, vous avez été professeur dans plusieurs universités ici même au Québec, auteur de plusieurs livres, dont celui-ci dont nous avons parlé ensemble, l'abbé Pierre Gravel, syndicaliste et ultranationaliste, publié aux éditions du Septentrion. Alors merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.